Bonjour à tous. Désolé, on a notre petite minute ou deux de retard. Ce matin, c'est comme ça, c'est arrivé en dérapage. Un bon sujet du jour, une petite enquête policière dans le monde de l'open source. Qu'avez-vous rêvé de mieux? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors bonjour à tous. Donc bienvenue pour cette session d'enquête dans le milieu de l'open source. Je m'appelle Julien, j'ai aujourd'hui le rôle du reporter pour cette session de webinaire. En effet, les communautés ont frémi pendant l'année 2020 autour de ce que l'on appelle aujourd'hui, avec de la musique, des éclairs qui craquent derrière, le cas CentOS. Alors commençons par la fin, j'aime bien commencer par la fin, à savoir nos futures dates. On essaie de se cadencer pas mal, on compte sur vous pour nous encourager, pour vous créer des contenus sympas et on essaye les plus originaux possibles. Alors, pour ce menu-là que l'on a actuellement, on n'a pas une originalité folle, sauf pour un, mais les autres sont assez efficaces. J'espère que vous avez tous déjà entendu parler de nos rodéos, où on fait du Kubernetes, on revient sur la théorie, et ensuite on pratique, on vous met entre les mains à chacun de manière individuelle un environnement qui vous permet de construire une petite plateforme de pilotage de vos clusters Kubernetes et vous allez ensuite monter vos clusters Kubernetes, pousser une petite application dessus, voir comment ça marche. Et tout ceci avec notre assistance, ça dure 2h30. Comme vous le voyez, ça prend une matinée. Donc on en a un avec notre partenaire, notre puissant partenaire Metanext le 31 mars. Le 31 mars, c'est demain, inscrivez-vous. On en a un le vendredi 13 mai. Vous ne pouvez pas faire mieux, vendredi 13, nickel. Ça, c'est un rodéo dans ses plus grandes largeurs classiques. Ce sera le numéro 8. Et le 17 mai, comme vous le voyez, avec le puissant partenaire Inetum. L'originalité, c'est au niveau du 1er avril, Code Factory. Alors ça, c'est un webinaire qu'on vous fera pour la deuxième fois. Et comme d'habitude, on essaie de vite revenir à la planche à dessin et à améliorer un petit peu ces webinaires. Donc là, la première fois, on pense que ça s'était correctement passé, mais on avait pas mal d'idées pour améliorer tout ça. On est notamment en train d'injecter la technologie NeVector, vous savez, la société qui a été rachetée par Suze, Rancher, pour notamment toute l'approche sécurité, analyse des flux à chaud, à froid, d'où son intérêt. On est en train d'injecter tout ça dans notre chaîne d'assemblage applicative. J'espère que vous vous inscrirez, c'est le matin, ça grince, que vous inscrirez nombreux. Allez, c'est parti. Alors, lors de notre rétrospective du jour, nous allons revenir sur l'effet de la trépidante affaire CentOS. Quels sont ses protagonistes et évidemment quelles sont ses conséquences. Donc, que s'est-il passé? On va essayer de revenir dessus. Quels sont les profils des suspects? Quelles sont les conséquences pour les victimes? Et est-ce qu'on est avec un scénario où la fin est heureuse? Cette fin heureuse est-elle possible? Alors, je ne serai évidemment pas tout seul pour cette session. Notamment, pour comprendre les dessous de cette histoire, il nous semble important de rappeler ce qu'est une distribution Linux. Je vais donc laisser la main à notre puissant détaché technique de la police scientifique, c'est comme ça ce matin, à savoir le puissant Benoît Loriot. Eh ben, merci Julien Et et, Benoît, et bonjour à tous. je te donne la main, je te donne le contrôle, tu as le mulot. Ah super, eh ben, j'ai pu cliquer de toute la force de mon petit doigt pour passer au slide d'après. Et donc, comme Julien le rappelait, je suis Benoît, votre attaché technique, on peut appeler ça comme ça, de la police scientifique pour cette session d'enquête, bien sûr. Euh, donc voilà, trêve de plaisanterie. Rappelons rapidement ce qu'est une distribution Linux. Allez, dans les largeurs, une distribution Linux, c'est composé de dizaines de milliers de packages, ce qui représente facilement un millier de communautés.
Et on retrouve des communautés stars, hein, connues de tous, comme Apache, Docker ou PHP. Ah, ce sont des noms qui doivent vous parler. Et ces communautés, elles développent et elles améliorent ces projets upstream à des rythmes différents. Donc, si on prend l'exemple de deux communautés diamétralement opposées, hein, Firefox par exemple, qui publie toutes les nuits un code mis à jour. Donc, c'est potentiellement une sortie quotidienne de nouvelles fonctionnalités, pas toujours stable, hein, avec ces fameuses nightly builds. Du côté d'OpenSSH, par exemple, c'est plus calme et cette communauté, elle est connue pour une gestion plus on peut dire en bon père de famille et qui sortirait qu'une seule fois par trimestre. Donc le but de la distribution, c'est de donner un cycle de vie et d'assurer que tous ces packages ils fonctionnent ensemble. Et donc une distribution, c'est aussi un choix dans les packages pour couvrir un objectif. Donc par exemple, on peut penser à la sécurité avec Kali Linux, le backup avec Clonezilla, euh, voilà, ou des distributions plus généralistes, multi-usages comme OpenSUSE ou notre focus du jour qui est CentOS. Et donc pour faire le tour de ce sujet, on va d'abord étudier le protocole de maintenance et de support d'une distribution Linux. Je clique, parfait. Euh, donc au niveau de ce schéma-là, un rôle plus méconnu du distributeur de solutions open source, c'est de se placer entre les communautés et les utilisateurs finaux. Par exemple, un client qui rencontre un bug et qui contacte le support de sa distribution préférée. Donc, dans un premier temps, les ingénieurs SUSE, dans notre cas, se mobilisent et ils fournissent une solution temporaire. Donc, c'est ce qu'on appelle le PTF, hein, Problem Temporary Fix. C'est une roue de secours pour repartir en production le plus rapidement possible. Et dans un second temps, cette solution qui a été trouvée par nos équipes, elle est soumise à la communauté via les canaux standards, donc que ce soit Bugzilla ou Git. Et si plusieurs solutions sont proposées pour un même problème, la communauté, elle sélectionne la solution la plus performante, ou adaptée, la plus pérenne, voilà, donc celle qu'elle juge la meilleure. Et cette solution choisie, elle est intégrée à la distribution dans ces canaux de mise à jour. Donc en fait, elle remonte par les roues du haut, là, et donc elle remplacera notre petite roue de secours, notre pansement qu'on avait mis lors de la prochaine campagne de patch. Voilà pour le cycle de vie d'une distribution. Julien, je te rends la main. Eh oui, le micro, le coup du micro du matin. Je vous fais le coup du micro du matin. Donc, merci beaucoup, Benoît. Là, effectivement, c'est plus clair sur la manière dont une distribution se construit, ses complexités, sa multitude de paquets, le besoin de l'aligner dans le temps. Merci beaucoup pour ces précisions techniques et surtout, comment est-ce qu'on en fait le support, ce qui implique la maintenance. Donc, ça nous permet de bien cadrer cette affaire. C'est autour évidemment de ces concepts de base pour une distribution que l'affaire CentOS est arrivée. Donc revenons sur l'annonce faite par la communauté CentOS. Julien, on ne vous entend plus. Ah, ouais, perdu. Alors Je vais vraiment, dire. ce matin, c'est la grosse forme du son. Je pense que je suis bien en place. Excusez-moi. Donc, je reprends. Donc, on revient sur l'annonce faite par la communauté CentOS. Depuis le 1er janvier 2022, nous avons le projet CentOS Linux qui, tel que nous le connaissons, à savoir un clone gratuit donc de la distribution Red Hat Enterprise Linux, il n'existe plus. La particularité de la Red Hat Enterprise Linux étant son code dit stable. On va revenir dessus. Donc la chaîne de production des distributions du côté de la famille Red Hat a été complètement revue. Donc CentOS, la distribution basée sur des sources stables, la fameuse stabilité, provenant de Red Hat Enterprise Linux, a disparu. Cette distribution a disparu. À la place, nous avons son remplaçant qui s'appelle pseudo remplaçant qui s'appelle CentOS Stream. Cette distribution change complètement de focus et pour se caler, comme vous le voyez dans le schéma là, pour être une étape entre Fedora,
Rolling Release et RHEL, Red Hat Enterprise Linux. Bon, le nom CentOS reste, mais clairement l'objectif du projet est totalement différent. Donc CentOS Stream est elle-même une rolling release. Donc c'est une distribution dont le cycle de vie est en perpétuel mouvement. Donc ça s'adresse principalement aux développeurs, aux tests, mais alors attention, aux développeurs, pas pour faire de la production, c'est aux développeurs pour de la curiosité sur quels sont les tout derniers paquets, les toutes dernières évolutions. D'un point de vue stabilité, on n'y est plus. On n'y est plus. C'est tout le problème. Alors regardons un petit peu comment ça s'est passé du côté de la presse. Ça nous semblait intéressant de remonter ces points-là. Donc du côté des médias, à la suite de cette annonce, autant vous dire qu'il y a eu beaucoup d'encre qui a pu couler. On en voit encore couler ces derniers temps, étant donné que nous avons atteint la date butoir pour la version 8, CentOS 8. Et grosso modo, on a de plus en plus de clients et autres partenaires qui sont revenus vers nous, qui nous ont dit bon, finalement, on va peut-être écouter ce que vous avez comme alternative, parce que le coup près, maintenant pour la 7, est en train de se rapprocher à grands pas. Donc 2024. Alors, voici quelques articles sur ce slide que l'on a pu consulter. Alors là, ce sont des articles qui étaient assez frais. On les a collectés fraîchement juste après la publication. On a du côté d'Ars Technica la confirmation que même Red Hat ne considère pas CentOS Stream comme un remplaçant viable à CentOS Linux. Ça n'étonne personne. Maintenant, c'est fort dommage qu'il n'y ait pas un remplaçant. Du côté ITWire, on nous rapporte des tentatives d'explication quant au choix d'utiliser CentOS Stream, de placer CentOS Stream dans le cycle de développement. Et ça n'a fait que mettre de l'huile sur le feu. Et du côté de Tech Republic, là, il décrit l'arrêt de CentOS Linux comme une erreur stratégique de la part de Red Hat, ma foi. Je suis sûr que ça n'a pas fait que du bien. Donc les médias ne sont pas les seuls à réagir. On a eu pas mal d'échos de votre part. Et voici les points vraiment, les points de douleur qu'on a pu identifier. Donc le cœur de cette affaire est que CentOS Stream est une distribution dont le cycle de vie est en perpétuel mouvement. Donc les clients et les partenaires à la recherche de stabilité pour leurs environnements de production évidemment se posent de très nombreuses questions. Quid des certifications sur un OS sans version stable? Ça sent mal parti. Comment est-ce qu'on va faire pour opérer ces systèmes qui ont un code qui n'est pas figé? Évidemment, le cycle de vie. Quid du cycle de vie? Comment peut-on garantir l'homogénéité des systèmes, les versions déployées? Est-ce qu'on va arrêter dans le temps le code? Comment est-ce qu'on va faire pour figer tout ça et avoir une garantie qu'à l'instant T où on le fige, le code est bien stable, que tous les composants se comportent bien entre eux? Donc, de par l'utilisation de CentOS Stream, nous n'avons pas de réponse aujourd'hui. Pour le suivi de CentOS, là, nous n'en avons pas. La vérité se passe ailleurs. Alors, je vous propose de revenir un petit peu à la technique. Faisons une petite rétrospective sur les origines même de cette affaire. Benoît, vous avez la main. Allez, je vais essayer de cliquer. Si j'y arrive, c'est bon. Ça clique. Parfait. Donc, on va étudier un petit peu le modèle de distribution CentOS tel que tout le monde le connaît. Et on va le comparer avec un modèle un petit peu plus de chez nous. Alors, première étape, la distribution Fedora.
dans ce modèle-là, qui est la branche dédiée à l'innovation. Donc, c'est le laboratoire technologique dans lequel Red Hat sélectionne les composants pour sa distribution d'entreprise. Donc voilà, vous pouvez utiliser Fedora, bien sûr, hein, sur les serveurs, sur les laptops. Et donc, en fait, Red Hat va utiliser cette base-là pour sélectionner tous les paquets. En deuxième étape, vient donc notre Red Hat Enterprise Linux, hein, la distribution commerciale de la société Red Hat. Et donc, c'est une distribution dite stable et LTS, donc Long Term Support, ce qui veut dire en français qui propose un support sur plusieurs années. Et donc, enfin, on a CentOS Linux, qui est un fork de RHEL. Et donc, un fork, c'est un clone, et CentOS et Linux était distribué gratuitement sur les bases d'une version stable. Et donc, avec l'arrivée de RHEL 8, Red Hat a décidé de lancer CentOS Stream, hein, on en a parlé, qui est une étape supplémentaire qui s'invite entre Fedora et RHEL. Et donc, le but, c'est d'avoir une distribution toujours à jour et légèrement en avance sur elle. Concernant le clone de RHEL, hein, à savoir notre fameux CentOS Linux, Red Hat a décidé de le supprimer. Et donc, ça fait ainsi disparaître l'alternative stable et gratuite à la distribution RHEL. Donc, on voit que le modèle est bouleversé. Et donc maintenant, si on regarde le cycle de vie du côté SUSE et OpenSUSE, hein, vous vous en doutez, ce sera un des dénouements de cette affaire. Donc SUSE et OpenSUSE, hein, ils utilisent un modèle similaire depuis plusieurs années. Et donc on a 3 étapes, encore une fois, facilement identifiables. Donc, pour commencer, on a son usine logicielle, hein, OpenSUSE, crée sa distribution Tumbleweed, qui est en perpétuel changement. Voilà. Tumbleweed, hein, le petit ballot de paille qui roule dans les westerns. Et donc, c'est un équivalent à CentOS Stream. Donc, c'est une distribution qui est toujours à jour, hein, une rolling release. Et à partir de cette distribution, on va avoir 2 étapes. Ces 2 étapes, elles seront jouées en parallèle. Donc, il y a la distribution stable pour l'entreprise créée par SUSE, qui est la SLES, SUSE Linux Enterprise Server, et à la distribution OpenSUSE Leap, qui est la version communautaire et gratuite. Et donc, la SLES et l'OpenSUSE Leap partagent le même code et les mêmes binaires. C'est assez important. Le modèle SUSE et OpenSUSE offre donc un modèle similaire à l'ancien schéma RHEL CentOS Linux, sauf que Leap, elle est toujours bien en vie et en pleine forme. Et bien avec tout ça, cher Benoît, nous avons maintenant collecté une quantité d'indices a priori suffisants sur la scène de crime. Voyons quelle suite donner à cette affaire. Alors la bonne nouvelle, c'est que cette affaire ne finira pas aux affaires non classées. Et ça, c'est pour le mieux. Vous avez la main. Et en plus, j'ai la main. Alors ça, c'est fabuleux. Alors pour répondre quand même à une échéance moyen terme de ce qui vous regarde, parce que l'entreprise, là on a bien vu qu'on est en problématique, une des possibilités qu'offre SUSE, c'est une offre qu'on appelle Linux Liberty. Alors qu'est-ce que c'est Linux Liberty? SUSE Liberty va permettre de fournir patchs et mises à jour pour vos systèmes CentOS Linux qui sont déjà existants et qui sont bien en place. Évidemment, on va pouvoir en plus continuer patch et mise à jour, même si le projet est maintenant définitivement arrêté. CentOS Linux, voilà, il croit dessus. Alors la question que vous pouvez vous poser, c'est comment est-ce possible? Alors, regardons le schéma qu'on a sous les yeux. Pour assembler la distribution, Benoît nous l'a expliqué, Red Hat utilise du code ouvert provenant de ce millier de communautés et ce code est alors compilé en utilisant des paramètres spécifiques pour créer la fameuse Red Hat Enterprise Linux. Red Hat, et c'est le point fort de l'open source, c'est dans l'obligation de vous fournir, de publier le code source et les paramètres qui ont utilisé pour créer ces binaires. Donc, il y a encore quelques mois de ça, en fin 2021, ce code était réutilisé
par les équipes de CentOS Linux pour créer leur distribution. C'est ce qu'on voit dans le cube vert qu'on a ici. Prenez le code Red Hat et ils écrivaient à la place CentOS, le recompilaient et vous pouvez le fournir. Donc il est possible, en fait, à tout à chacun d'utiliser ce code librement accessible pour créer sa distribution. Et c'est là le cœur de l'offre SUSE Liberty Linux. Vos environnements CentOS Linux existants pourront continuer à bénéficier de patchs et de mises à jour provenant de sources Red Hat, mais cette fois-ci fournies par SUSE. Vous avez d'ailleurs peut-être entendu parler d'autres projets qui sont dans cette même veine, tels que Alma Linux ou Rocky Linux. Ici, pourquoi on vous parle de Liberty Linux? C'est bien parce que ce projet existe depuis des années chez SUSE, et donc c'est pour ça qu'on est confiant dessus. Bon, ça, c'est bien pour du moyen court terme. Regardons plutôt ce qu'on pourrait faire à long terme pour toute cette affaire. À long terme, ce qu'on vous propose, c'est quand même d'avoir un nouveau socle, parce qu'il faut sortir de cet état d'une distribution qui est en train d'être fermée. Donc le cycle de vie, vous l'avez vu, de OpenSUSE Leap, comme l'a montré Benoît, c'est un peu l'équivalent de ce qu'on avait avec du CentOS Linux. Et la migration de l'un vers l'autre est prévue et maîtrisée. Elle peut être déclenchée à tout moment quand vous êtes prêt. Vous n'avez pas le couteau sous la gorge et ces dates qui arrivent à grands pas, ou même celle du fin décembre 2021 qui est passée, ne doit pas vous faire mettre dans un corner. La prise en main d'OpenSUSE Leap, en plus, sera très simple. Pourquoi? Parce que c'est également une distribution basée sur des packages RPM. Toutes les briques d'une distribution moderne qu'on peut attendre sont dedans. Système de déploiement automatisé, outils de configuration en masse pour des grands parcs, en masse et surtout performants avec des interactions en temps réel, paramétrage et outils de configuration vraiment dédiés pour faciliter la vie de l'administrateur. Donc, si d'aventure vous aviez besoin d'un support d'entreprise en plus sur ces machines type OpenSUSE Leap, on peut les transformer en machines que l'on appelle SLES, donc ces fameux SUSE Linux Enterprise Server. Pourquoi? Parce que Benoît nous l'a dit, il n'y a pas de migration entre OpenSUSE Leap et SLES. Il n'y a pas de migration puisque ces deux distributions partagent le même code et les mêmes binaires. Donc la seule chose qui va changer, c'est un flag disant que vous avez accès à du support. Alors l'idée que je suis en train de vous dire, c'est vous allez avoir pendant un moment plus ou moins long, plusieurs distributions Linux qui vont cohabiter dans votre parc informatique. Donc là, vous êtes sûrement en train de frémir, en train de vous dire, dis donc, dès le matin, on m'annonce des mauvaises idées. Sur froide, je repars dans une idée de parc hétérogène. Là, ça va pas du tout, mais ne vous inquiétez pas. Notre équipe scientifique s'est penchée sur le sujet et va vous présenter un produit qui va pouvoir vous aider. Effectivement, notre SUSE Manager, qui peut-être porte pas très bien son nom, on aurait pu l'appeler Linux Manager. Alors, pourquoi ça? Donc, on l'a vu, hein, pour faire face à ce défi, SUSE Manager, ça va être un outil pour gérer le cycle de vie et la sécurité de vos systèmes, qu'ils soient de la famille SUSE, Red Hat, Debian, Ubuntu, voire même ça va supporter de faire le patch, la mise à jour des Oracle Linux, des petits nouveaux comme Rocky et Alma. Voilà, SUSE Manager va vraiment gérer un parc hétérogène de machines au niveau OS, mais aussi au niveau de la localisation et d'où ils se trouvent. Donc ces systèmes, ils pourront se trouver dans le cloud public, chez vous, voilà, que ce soit des machines physiques, des virtuelles, des périphériques Edge ou même des objets connectés. SUSE Manager va pouvoir patcher une grande partie des OS Linux où qu'ils se trouvent. Tous ces systèmes, bien sûr, ils pourront être gérés depuis une interface centralisée qui va proposer de faire la mise à jour des systèmes, comme je l'ai dit, de gérer le cycle de vie des patchs et de mise à jour. Julien en parlait tout à l'heure, par exemple, on va pouvoir figer des versions,
On va pouvoir s'assurer que quand on réinstalle un système 1 ou 2 mois après, eh ben, il soit identique au système qu'on a installé le jour même. Donc ça va être important, cette partie cycle de vie. Puis on va pouvoir donc faire des normes, des configurations, de la gestion de configuration de nos machines, et puis des analyses de sécurité, donc de l'audit sur des numéros CVE, de la compliance avec OpenSCAP pour ceux qui connaissent. Voilà, toutes ces fonctionnalités et bien plus encore, j'ai envie de vous dire, c'est un outil très très complet. Voilà. Et donc, tout sera là pour vous simplifier la vie. Donc, j'ai envie de vous dire encore une fois, les sueurs froides, pas besoin d'en avoir. On va pouvoir vous aider là-dessus. Eh ben merci Benoît, merci Brice. Oh pardon. Donc effectivement, ça mérite. On a fait ça très rapidement. Ça mérite un petit récapitulatif sur ce que l'on propose. Donc là, c'est un épisode qui a été intense hein, au niveau des communautés open source. Là, cette annonce d'arrêt CentOS, ça en a bousculé quelques-uns. Alors, prenons un petit peu de recul quant au dénouement que l'on vous a présenté, que l'on vous propose. Donc, au niveau du moyen terme, on a l'offre SUSE Liberty Linux qui permet donc la maintenance des systèmes CentOS même avec la communauté éteinte. C'est-à-dire CentOS se basait sur RHEL. On est capable de vous faire la maintenance, le support de vos environnements Red Hat. Donc, on est capable de vous faire la maintenance et le support de vos environnements CentOS. Sur un temps moyen-long, vous avez peut-être là une bonne occasion de découvrir notre socle qui est alors ce n'est pas notre socle, le socle OpenSUSE Leap, qui est notre super partenaire, parce que vous l'avez compris, OpenSUSE Leap est une version identique à la SLES en termes de paquets. Donc c'est peut-être le bon moment d'aller regarder du côté de la communauté OpenSUSE. Il y a des très belles choses à découvrir. Et donc, vous vous retrouvez avec une solution fiable, stable, gratuite, ce qu'on pouvait attendre d'un équivalent à CentOS. La cohabitation SLES OpenSUSE Leap, elle est tout à fait envisageable pour répondre à vos différents niveaux de production. Et donc enfin, ne perdez pas de vue qu'une des clés pour la gestion de ces parcs Linux et avoir un petit peu de simplicité d'injecter là-dedans, donc pour traiter cette hétérogénéité, ces satanés cycles de vie qui ne cessent de cavaler avec le temps de nos distributions, on a l'outil SUSE Manager qui est prêt et plus qu'éprouvé pour y répondre. On vous parlait des scans de sécurité, je me permets d'insister là-dessus. Dernièrement, on nous demande beaucoup concernant SUSE Manager et la partie sécurité. Donc, vous aurez un moteur d'analyse OpenSCAP, ou si vous voulez faire plus simple pour commencer, savoir une bête analyse des CVE, Common Vulnerability Entities, qui seraient détectables sur vos systèmes. Ça se traite en masse, ça s'automatise, on reçoit des rapports sympas. Vous avez là encore une fois une tour de contrôle, mais une tour de contrôle pour vos systèmes, on va dire, traditionnels. J'aime bien les tours de contrôle, j'assume. Tour de contrôle pour piloter vos clusters Kubernetes avec Rancher Management Server. Tour de contrôle avec SUSE Manager pour piloter tous vos systèmes Linux, quasiment quels qu'ils soient, parce que comme vous l'avez entendu, que ce soit du CentOS, Alma, Oracle Unbreakable Linux, RHEL et tout un tas de dérivés, on va être parfaitement apte, capable à vous maintenir supporté. J'espère que vous avez réussi à avoir quelques bonnes informations. Ce que je vous propose maintenant, c'est de découvrir le chat. Si vous avez quelques questions, n'hésitez pas à nous mettre ces questions dans le chat. On va tenter de vous y répondre. Donc le chat, vous allez trouver. Oui, bon, on a déjà eu quelques questions, Ah bah super. notamment par exemple 2 fois la même question, donc ça peut être intéressant de la mentionner. SUSE Manager est-il gratuit? Donc SUSE Manager
c'est un produit qui est supporté par SUSE, hein, donc qui est supporté par nous, qui est basé sur un projet open source qui s'appelle UUNI, UYUNI, qui est le nom d'un lac salé en Amérique du Sud. Voilà, et donc ce SUSE Manager, hein, vous pouvez l'installer gratuitement depuis une licence d'évaluation là, que vous avez sur notre site quand vous téléchargez l'ISO. Et après, si vous voulez continuer de l'utiliser, de bénéficier des patchs et mises à jour, bah, il y a une souscription assez classique, hein, comme on fait pour les OS, voilà, à l'année ou sur plusieurs années. Alors, Pas on a mal. une question, pourquoi ne pas être sur un modèle uniquement payant comme chez Windows Server? Eh ben, parce qu'on ne Open vend pas de source. licence et qu'on est dans l'open source, donc on n'a pas de code fermé. Si sur Windows, vous avez envie d'améliorer le code de Windows ou que vous avez envie de le récupérer, de le modifier pour en faire quelque chose qui vous est propre, eh ben, vous ne pouvez pas. Si vous voulez voir ce que Microsoft a fait avec le code de l'OS que vous utilisez pour des workloads qui peuvent être critiques, voire très critiques, eh ben, vous ne pouvez pas. Vous êtes obligé de faire aveuglement confiance à Microsoft. Et donc ça, c'est un peu la beauté de l'open source, c'est que ben, vous avez le code ouvert, disponible, tout le monde peut contribuer, et potentiellement, plus il y a d'yeux, plus c'est sécurisé, hein. Et surtout, ben, vous avez le choix, c'est-à-dire que là, avec l'OpenSUSE Leap et la SLES, c'est exactement les mêmes binaires. Donc, vous avez juste, voilà, à un moment, il y a marqué OpenSUSE Leap et de l'autre côté, il y a marqué SLES, mais ça reste comparable. Par contre, après, bah, si vous partez en production euh, et que vous avez voilà, des bugs ou des améliorations à demander, bah, sur de la LIP, faudra s'adresser à la communauté. Et si c'est avec un contrat de support chez nous, bah, vous avez des ingénieurs qui sont dédiés, qui vont pouvoir vous aider plus rapidement. Et puis aussi, on va pouvoir prioriser au niveau des communautés vos demandes de manière un peu plus importante. Voilà. C'est à ça que sert un support. C'est une réassurance chez vous pour votre production et puis de l'aide quand vous en avez besoin. Quand il y en a une question de migration de CentOS 6 vers Lib 15. Alors attention, effectivement, la Brice a répondu, c'est un grand écart. Je vous donne un exemple. On va par exemple passer d'un système qui va utiliser NTPD pour la gestion de son temps à un système qui utilise Chrony. Et c'est pas parce qu'on passe d'un environnement Red Hat à un environnement SUSE que ça se passe comme ça, que SUSE a choisi Chrony. Et non, là, grosso modo, on est d'accord d'une distribution à une autre. Toutes les distributions modernes sont passées sur Chrony comme client NTP. Donc quand on fait ces sauts-là, les migrations en place sont assez compliquées. Brice, tu pointes effectivement vers l'outil machinerie. Ça peut être un début de réponse, ce sera surtout un soutien logistique, l'approche machinerie. Et quoi qu'il en soit, ça vaut toujours le coup de recommander de jeter un œil sur le set d'outils machinerie. Il y a des choses assez sympas à découvrir. Bien évidemment, nous allons partager la présentation du jour, hein, si vous devez la réutiliser. Elle vous sera communiquée a posteriori du webinar. Est-ce que l'on peut utiliser Leap comme serveur de backup avec NetBackup, par exemple? Alors Leap, on a un problème pour l'instant de certification avec NetBackup. On est justement en train d'y travailler. On est en discussion pour voir comment mettre la Leap dans le processus de certification. Alors ça marche. C'est un code qui est équivalent. Alors attention, évidemment, comme pas mal d'installeurs, ils vont utiliser le fichier etc os-release pour savoir si il va bien s'installer ou tout du moins choisir sa branche d'installation, etc. Donc là, on a une petite limite. On peut très facilement tricher en remplaçant ce qu'il attend pour une SLES, parce que la SLES est parfaitement validée, certifiée.
Donc, on est en train d'y travailler. On discute avec quelques ingénieurs NetBackup là pour voir si on peut faire rapidement la certification, parce que chez eux, malheureusement, le processus, enfin, il n'y a pas que chez eux, hein, le processus peut être relativement fastidieux, étant donné qu'on a le même code que la SLES. On est en train de tenter de faire valider tout ça très rapidement. Pour la partie Vim, là par contre, j'ai pas d'infos. Je ne sais pas, je m'engagerai pas, étant donné que bah, là, NetBackup, c'est un sujet du moment pour la partie LIP. Je m'engagerai pas pour Vim. Là, faut que j'aille voir chez eux. N'oubliez pas que ce sont là, dans ce sens-là, ce sont les éditeurs qui viennent se certifier sur la plateforme. Donc, la plupart du temps, ça vaut le coup d'aller voir directement chez eux s'ils le certifient. Je vois une question des éditeurs qui imposent du REL. Oui, je suis d'accord. Je suis malheureusement d'accord. Faute des fois de connaissances SUSE, on va au réflexe le plus basique. Alors, ouais, c'est ça. Ah bah oui, merci. Ouais, je voyais la réponse. Moi aussi. OL8, je suis coincé. OL8, c'est quoi? Oracle Unbreakable Linux? D'habitude, OL, c'est Oracle Unbreakable Linux ou ouais, je ne sais pas. Ah oui, Oracle Linux. Une bascule de CentOS 8 vers Oracle Unbreakable Linux 8 est-elle pertinente? N'oubliez pas que dans Oracle Unbreakable Linux, il y a du code qui est fermé côté kernel pour visiblement des optimisations pour que les charges de travail type Oracle fonctionnent a priori mieux. Je ne vais pas les vérifier. Tiens, un de ces quatre, il faudra les vérifier, mais on n'en croise pas tous les jours. Jamais je ferai ce mouvement. Jamais je ferai ce mouvement, parce que là c'est partir vers les menottes, et bah, c'est pas, à mon sens, c'est pas le sens, c'est pas le sens de notre secteur aujourd'hui. On a au contraire besoin d'un secteur qui se standardise jusque dans ses choix, dans ses choix de composants. Donc non, mais faut nous appeler là. Là, je sens qu'il faut nous appeler pour qu'on en discute. Peut-être un petit peu plus. Il y a peut-être des détails aussi qui nous échappent. C'est toujours évidemment très compliqué, notamment en public à chaud, de répondre à des points comme ça. Donc, j'aimerais pas manquer des détails. Donc, faut nous appeler. Vous avez nos contacts, un petit mail, un petit coup de téléphone. N'hésitez pas. Il y a une demande effectivement de plus de présentations sur SUSE Manager. Alors moi, ce que je propose, hein, c'est que là, vous nous appelez, on se connecte sur une interface SUSE Manager, on se le fait même format qu'aujourd'hui. Vous avez vu, on est à 40 minutes là. Je pense que ça vaut le coup de les investir en fonction du sujet qui vous intéresse, bien sûr. On essaie d'être aussi efficace que ça pour une présentation SUSE Manager où on va cliquer dans l'interface, on cause en même temps, pas un slide, et on vous montre le produit tel qu'il est, ce qu'il peut faire. On vous fait un tour de la propriété rapide, efficace et pragmatique. Par contre, s'il faut évidemment des slides SUSE Manager, oui, on pourra vous rajouter des slides SUSE Manager, bien entendu. À la rigueur, on pourrait même peut-être vous les mettre en backup slide là sur la présentation qu'on vous fournira. On va regarder comment est-ce qu'on fait. Ou organiser effectivement, tu as raison, Eddy, un webinaire sur SUSE Manager tout simplement. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Ça vaudrait peut-être le coup de s'en préparer. Je vois pas d'autres questions qui sont en train d'arriver. Bah, en tout cas, merci. Je vous le cache pas, je suis surpris. Je suis content que vous ayez été aussi nombreux ce matin. Vraiment, on s'épate. Alors au rodéo, vous êtes des sacs de sacrée quantité. On sait qu'à chaque fois, c'est moins, c'est moins facile de vous avoir hors rodéo, d'avoir votre attention. Mais là, ce matin, bah, vous nous épatez. Merci beaucoup, c'est cool. Enfin, nous, ça nous booste, ça nous motive. Donc ça c'est super.
Ok. Je voyais 2, 3. Non, mais il n'y a pas plus de questions que ça qui arrivent. Donc, je pense que je vais vous remercier pour votre attention. Merci beaucoup. On vous souhaite une excellente fin de journée. Benoît, Brice, vous auriez un mot de la fin? Eh bien, Plus, pas hein, plus, merci à et au tous. plaisir de vous voir sur un prochain webinaire. Voilà, donc on vous transmettra bien évidemment la présentation du jour. Il y avait une petite coquille dans le jour d'un des rodéos, c'était donc le mardi 17 mai et non pas le vendredi. Voilà, Je on ne fait suis pas très tout le vilain, vendredi. mais quand on va Mais c'est corriger. réglé, donc ça devrait être bon. Merci. Et donc voilà, n'hésitez pas à nous recontacter pour tous les sujets relatifs à l'OS, mais aussi à Kubernetes, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Bonne fin de journée. Et merci à tous, bonne journée.